Du coup, on recommence. C'est bizarre. Attention, c'est parti. Acte 1. Un jour écarlate. Chapitre 4. Une troisième fois. Tout n'était que chaos et ténèbres. Une douleur atroce lui lacéra le corps. Déchirante, insoutenable. Puis, aussi brutalement qu'elle était venue, elle s'évanouit, laissant place à une légèreté irréelle, presque éthérée. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se retrouvera à nouveau près du ruisseau, les mains immergées dans l'eau glacée, les rayons du soleil perçaient à travers les branches, dansant sur la surface ondulante. La confusion se lisait sur son visage, comme si chaque pensée luttait pour émerger dans son esprit embrouillé. Dans un mouvement lent, Eshke tourna la tête, ses yeux se posant sur quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier immédiatement. Alors qu'il observait cet animal ressemblant à un serpent, ses pensées inutiles lui traversèrent l'esprit comme le serpent, l'animal associé à l'expulsion d'Adam et Ève du paradis. Selon certaines interprétations, le serpent aurait été à la complice du diable, incitant Adam et Ève à désobéir à Dieu en mangeant le fruit interdit. Une fois de plus, ses pensées furent aspirées dans une spirale infernale, un tourbillon sans fin qui l'empêchait de trouver le moindre répit. Ses tremblements refusaient de s'apaiser tandis que ses pensées sombres tournaient en boucle, prisonnières d'un désespoir total. Que devrait-il faire? Comment s'y prendre pour avancer? Était-il vraiment préférable de rester là sans bouger? Pour l'instant, il n'en avait pas la moindre idée. Le corps d'Assal, allongé dans une mare de sang, lui revenait en tête. Eshke prit une grande et profonde respiration et se releva. La maison du vieil ours. Il devrait probablement y aller, pensa-t-il vaguement. L'idée lui traversa l'esprit. Mais son corps restait figé. Alors, aller là-bas, c'était affronter l'horreur elle-même. Si le destin s'acharnait et qu'il se retrouvait face à Anna, une fois de plus, tout ce qu'il avait fait pour survivre n'aurait plus aucun sens. Ah, quelle importance. Ma vie n'a jamais eu de sens. Que j'y aille ou pas, tout restera aussi vide. Un sourire amer se dessina sur son visage. Une vaine tentative de légèreté face au vide en lui. Puis les mains enfoncées dans ses poches de veste, il avança, laissant ses pas décidé de sa place. Une heure passa, puis une autre. Il marchait toujours sans pause, le cœur oppressé, sa respiration devenant de plus en plus irrégulière. À ce stade, ce n'était pas une marche, c'était une fuite. Il avait choisi de s'éloigner, empruntant la direction opposée au ruisseau. Il avait suivi 2 fois auparavant. C'était sa décision. Tout laisser derrière lui, tout abandonner. Fermer les yeux sur la faveur qu'il avait reçue, comme si elle n'avait jamais existé. Après tout, c'est ce qu'il avait toujours fait. Il n'avait jamais entrepris quoi que ce soit, qu'il n'était pas obligé de le faire, évitant soigneusement de provoquer le moindre remous. Les notions de réciprocité d'échange, ou même d'interaction humaine en général, tout cela n'avait jamais été qu'un fardeau pour lui. C'était ainsi qu'il avait toujours vécu. À ce stade, il ne pouvait plus. Lorsqu'il leva la tête, une expression d'ahurissement sortit de sa bouche. Il venait de traverser une forêt dense et, au détour d'un chemin, il se retrouva soudainement face à un paysage familier. Il n'en croyait pas ses yeux, il s'arrêta, les yeux écarquillés. La brise fraîche du soir frôle son visage. Dans son champ de vision, la foule se déplaçait d'avant en arrière, semblait léviter alors qu'il se tenait au milieu de la rue. Devant lui se tenait une imposante silhouette à la peau reptilienne, une hybride de la taille de Eshke, accompagnée d'une jeune danseuse aux cheveux gris, un garde et une jeune fille vêtue d'une tenue streetwear. Un tank-top à col roulé orné de motifs lumineux bleus. Nuit brillait doucement dans l'obscurité, ajoutant une touche néon vibrante à son style.
Son look était complété par un short surmonté d'une demi-jupe asymétrique sur le côté, qui conférait à l'ensemble une élégance audacieuse. Ses cheveux bicolores flottaient en air tandis qu'il marchait. Elle le regarda, puis, d'un geste presque imperceptible, elle se glissa sur le côté pour le contourner, poursuivant sa route sans un mot. Ses twintels se balançaient au rythme de ses pas. Un parfum de fleurs flottait dans l'air. Ses yeux teintés de couleurs l'avaient déjà évité, sans le moindre attention. Son allure restait aussi digne qu'auparavant, et sa beauté éclatante n'affichait aucun défaut. La fille qu'il cherchait se trouvait juste devant lui, marchant sans se soucier de sa présence. Il voulut l'appeler, mais les mots se coincèrent dans sa gorge alors qu'il courait après elle. Elle se faufilait à travers la foule, son esprit en proie à la confusion et au chaos. Il la suivait, les yeux fixés sur ses cheveux bicolores, et dans un cri presque larmoyant, sa voile vacilla sous la poids de son désarroi. Asphalte, attends! Hey, s'il te plaît, attends! Elle se retourna et le fixa un instant, ses yeux froids comme s'il le voyait pour la première fois. Ils n'avaient pourtant que quelques heures ensemble. Pour elle, il n'était qu'une connaissance éphémère. Peut-être le méprisait-elle elle-même, le voyant comme quelqu'un incapable de suivre le plus simple des avertissements, mettant ainsi sa vie en danger. Peu importe, comme elle le percevait, Eshke ne ralentit pas, poursuivant sa course derrière elle. Il ne savait pas ce qu'elle ressentait pour lui, mais il avait besoin qu'elle lui révèle au moins ce qu'elle pensait. Si cela devait le blesser, il préférait largement que ce soit la vérité plutôt de vivre dans l'incertitude. Asphalte, attends! S'il te plaît, attends! Une fois qu'il l'aurait arrêté, que voulait-il lui dire exactement? S'excuser ou... La jeune fille, aux cheveux bicolores, s'arrêta immédiatement, écarta la foule pour l'atteindre et posa sa main sur sa mince épaule. Tu marches plutôt vite, hein? J'ai eu du mal à te rattraper. Eshke reprenait son souffle. Ne m'ignore pas, s'il te plaît. C'est de ma faute, je suis parti, je te jure. Mais tout ça m'échappe. Je suis même retourné à la maison du vieux ours, croyant te retrouver, mais tu n'étais plus là. Assa semblait surprise alors que sa main reposait sur son épaule. Quand elle se retourna, Eshke n'eut d'autre choix que de s'excuser. Ses paroles se précipitaient activement, comme s'il avait peur de recevoir un coup. Le regard perçant et presque impitoyable d'Assalt en était probablement la cause. Pourtant, au milieu de cette tension, Eshke ressentait, contre toute attente, une forme de soulagement mêlé à son anxiété. Au premier regard, il semblait qu'elle n'avait pas de blessure sérieuse. Peut-être avait-elle reçu des soins après l'incident à la maison du vieux ours? Ou peut-être s'était-elle guérie par elle-même? Mais ce qui comptait, c'était... Désolé, je me suis laissé emporter en parlant de moi. Mais je suis content de savoir que tout va bien. Vous? Dès que Eshke se tut, Assa se lança dans la conversation, comme cherchant à combler le vide laissé par le silence. Bien que cela ne fasse que quelques heures, il avait la sensation que cette voix ne s'était pas fait entendre depuis une éternité. Elle se tenait devant lui à portée de main. Il l'avait enfin saisi. Et au fond de lui, des sentiments perturbants et désordonnés commençaient à émerger. Cependant, qu'est-ce que tu crois faire là? Alors que Eshke commençait à ressentir un semblant de soulagement, Assal tourna son regard vers lui, empli de couleurs. Ses joues blanches s'embrumèrent légèrement alors qu'elle se tournait, arrachant sa main de son épaule. Elle fit un pas en arrière, mettant de la distance entre eux, et ses yeux brillèrent d'une hostilité manifeste. La brutalité de sa réaction surprit Eshke, qui ne put s'empêcher de déglutir, se retrouvant plongé dans un silence gêné. Mais en y réfléchissant, cela semblait inévitable. Après tout, pour elle, il devait être surprenant
Il ose se tenir devant elle. Il s'était préparé à encaisser toutes les insultes qu'elle pouvait lui jeter. Je ne sais même pas qui vous êtes, mais avant de vous adresser à quelqu'un, commencez par vous présenter et avoir un minimum de respect. Mais qu'est-ce qui vous passe par la tête? Cette résolution fut anéantie par une réaction qu'il n'avait en aucun cas anticipée. Ces mots, inattendus, laissèrent Eshke dans un état de stupeur, comme si le temps s'était figé autour de lui. Le tumulte de la foule se dissipa, et ne laissant que le rythme effréné de son corps et la voix enragée de la jeune fille aux cheveux bicolores. C'était comme si les bruits autour de lui s'étaient éteints. Non, il avait disparu, laissant un silence assourdissant. Quoi? Tous les passants autour d'eux, dans cette rue animée remplie de stands et de piétons, étaient désormais focalisés sur eux. Un silence étrange s'était installé. Chacun semblait retenir son souffle, comme si le moindre mouvement pouvait briser le fragile équilibre. La conversation entre eux semblait avoir écrasé toute la rue, laissant les alentours totalement suspendus à leurs paroles. « Je vous demande à quoi vous pensez. Je vous parle !» Son ton était froid et tranchant, mais Eshke se retrouva sans réponse, totalement perdu face à la colère qu'il ne parvenait même pas à saisir. Il était évident qu'il était sur des longueurs d'onde complètement différentes. Chacun interprétait la situation de manière radicalement opposée. « Je vais vous le demander une dernière fois. Pourquoi m'avez-vous appelé pour dire des choses qui n'ont aucun sens? Je vous ai entendu m'appeler par mon nom. On se connaît déjà ?» Assal, la fille aux cheveux bicolores, laissa éclater sa colère, noyant Eshke dans un tourbillon d'incompréhension. La rumeur enfla, des chuchotements furtifs se glissant d'un passant à l'autre, formant une onde d'agitation qui s'étendait tout autour d'eux. Les regards se tournaient, le souffle se suspendait, l'atmosphère changea, comme si l'air lui-même s'alourdissait sous le poids de l'incompréhension. Au centre de ce tumulte silencieux, Eshke resta figé. Le son de son propre cœur cognait contre ses tempes, noyant peu à peu le monde extérieur, ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Il ne comprenait pas. Il venait d'appeler son nom, de s'adresser à elle comme s'il l'avait toujours fait. Rien de plus, rien de moins. Et pourtant ses yeux colorés, il n'y avait que froideur et incompréhension, puis de l'indignation. Pourquoi? L'évidence lui échappa logiquement, s'effritait. Il n'avait même pas le luxe de se défendre. Car il ignorait de quoi il était capable. Un frisson remonta le long de son dos. Un sentiment étrange, comme si quelque chose lui avait échappé. Quelque chose lui échappait. Quelque chose d'immense et d'effrayant. Il était perdu, perdu au milieu d'une foule qui observait, perdu face à une personne qui, il y a encore peu, aurait dû le reconnaître, mais qui, à cet instant, lui faisait face comme s'il ne l'avait jamais rencontré. « Hé, gamin, je sais que c'est dur à piéter, mais on dirait qu'elle n'est pas intéressée, alors laisse-la tranquille. » « Désolée, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Si tu as fini, je dois y aller, je m'en vais. » Elle lâcha ses mots tandis que Eshke déconcerté baissait la tête. Puis, sans un regard en arrière, elle s'éloigna avec une étrange élégance. Ses yeux bicolores flottaient autour d'elle. Eshke ouvrit la bouche pour l'appeler, mais aucun son n'en sortit. Son nom lui restait inexplicablement en travers de la gorge. Il l'appelait à nouveau, commettrait la même erreur. Mais alors que devrait-il faire? Cette incertitude embrouilla son jugement. Au final, Eshke se contenta d'observer la scène, incapable de réagir. Un léger halètement troubla le silence, résonnant depuis le sommet du toit d'une échoppe voisine. À peine plus haut qu'une tête au-dessus de Eshke, là-haut, une silhouette se dessinait dans la pénombre, perchée avec une aisance presque irréelle. Puis, sans le moindre hésitation, elle sauta. Son petit corps fendit l'air, suspendu un instant avant que la gravité ne le rappelle doucement vers le sol. Sa chute ne lui fut ni brutale ni désordonnée. Au contraire, elle semblait maîtriser chaque mouvement,
comme si elle flottait plutôt que de tomber. Au moment où ses pieds effleurèrent enfin la terre ferme, elle s'élança sans attendre. Une brise soudaine se leva autour d'elle, accompagnant son élan. Dans un battement de cœur, elle disparut. Ce vent vif, insaisissable, portait des vêtements légèrement sales, témoins de ses errances, et de longs cheveux roses flottaient derrière lui, comme s'ils étaient emportés par sa propre vitesse. Elle se faufila à travers la foule avec une aisance presque irréelle, glissant entre les passants comme si une force invisible le guidait. Puis dans un mouvement aussi rapide que précis, son bras se tendit. En une fraction de seconde, sa main agile plongea dans la poche d'un short surmonté d'une demi-jupe asymétrique qui ondulait légèrement sur le côté. Il ne se fut qu'un contact fugace, une caresse imperceptible du bout des doigts. Mais pour le vent, c'était amplement suffisant. Alors que la jeune fille commençait tout juste à se retourner, sa demi-jupe vacilla sous une légère brise, et déjà le vent s'était envolé. Mais c'est... La jeune fille aux cheveux bicolores laissa échapper une exclamation de surprise et plongea précipitamment la main dans sa poche. Ses doigts fouillèrent nerveusement le tissu comme si elle ne trouva pas ce qu'elle cherchait. Son souffle se coupa, ses yeux s'agrandirent sous le choc qu'elle suivait du regard le vent insaisissable qui s'éloignait déjà. Le vent tenait dans sa main un cristal. Voyant cela de loin, Eshkel appela instinctivement. Cela fit vaciller le vent comme s'il était déconcerté, mais sa vitesse ne faiblit pas. En un instant, elle se précipita dans une ruelle disparaissant de la rue. C'était une manœuvre incroyable, incroyablement rapide. Une rencontre fugace, un instant à peine. Il l'avait vue que brièvement, mais c'était très probablement... Rose. Il a disparu, c'est pour ça que vous m'avez arrêté. Vous êtes impliqué. La fille gémissait près de Eshkel, qui venait de s'immobiliser figée, incapable de réagir à la situation chaotique. Elle tendit immédiatement la main vers lui, mais hésitante. Elle se ravisa et se détourna, s'élançant vers la rue, où le vent avait disparu. Non, attends. Asphalte. C'est un malentendu. Je ne suis pas... Eshkel se lança également à leur poursuite, déterminé à résoudre ce malentendu, à démêler ce qui échappait encore à sa compréhension. Ses jambes frappaient le sol avec force, mais son esprit, lui, était pris dans un tourbillon de pensées contradictoires. Les mystères qui s'amorcelaient autour de lui le laissaient perplexe. Chaque nouvelle information le plongea davantage dans l'incertitude. Il y avait tellement de choses qui se déversaient dans son esprit, des détails, des signes, des réponses qui semblaient tout aussi floues que les questions. Son cerveau, déjà saturé, peinait à suivre le rythme. Mais sans être réellement capable de mettre un nom à ce qu'il ressentait, il avait déjà cette étrange sensation, cette impression de déjà-vu. Il se sentait comme si il était déjà mort 2 fois. Aujourd'hui, ce qui le troublait au plus profond de lui. Franchement, c'est quoi cette journée? L'absurdité de la situation lui arracha ce cri alors qu'il s'enfonçait à nouveau dans la forêt. Il n'était pas certain que son audience tiendrait sur le naturel, mais il était convaincu d'avoir l'avantage sur une courte distance. Et il allait les rattraper, c'était sûr, et une fois qu'il serait face à eux, il ferait la lumière de tous ses doutes. C'était à ce quoi il s'attendait en courant. Les rattraper rapidement, tout résoudre, mais la suite des événements le surprit complètement. Mais non. Vous êtes vraiment sérieux là? Devant lui, 5 personnes lui barraient la route. 3 hommes, 2 femmes. À ce stade, il en avait assez de devoir décrire ces silhouettes qu'il croisait pour la 3e fois aujourd'hui. Les gars, là ça commence à bien faire. C'est la 3e fois. Il y a des limites, quand même. C'était leur 3e rencontre. Encore un 3 contre 1 au cœur de cette forêt. Malgré l'échec de leurs 2 premières tentatives, ils avaient persisté à le poursuivre. Eshkel ne pouvait s'empêcher d'être surpris par une telle ténacité. S'il n'y avait pas du tout ce chaos autour, il aurait presque eu envie de les applaudir. Enfin presque. Bref, je n'ai pas le temps à perdre avec vous.
Je vous affronterai quand tout sera plus calme. Alors dégagez de ma route. Il se sentait un peu mal à l'aise, mais il s'était déjà battu seul contre eux la dernière fois et il avait gagné, alors il fit de son mieux pour garder son calme. S'il parvenait à les intimider un peu, une ouverture pourrait se présenter. C'était ce qu'il espérait. Mais... qu'est-ce qui lui arrive à cet idiot? S'écarter de son chemin, hein? Et puis quoi encore? J'aime pas son attitude. Pas du tout. On dirait qu'il pêche pas. Qui commande ici? Les hommes commencèrent à murmurer entre eux, visiblement agacés par son monologue bruyant. Les deux, sans armes, semblaient perdre tout intérêt pour Eshkei. Mais la véritable menace restait celle qui tenait un couteau, son regard toujours aussi perçant. Après 2 confrontations, Eshkei savait que l'homme au couteau était le pire danger parmi eux. Sa létalité était terrifiante. Mais c'était surtout son tempérament explosif et imprévisible qui le rendait redoutable. Oubliez le combat. Il fallait mieux éviter à tout prix de s'approcher de lui. Pourquoi tu t'approches comme ça? Je te préviens, ne fais pas un pas de plus. Sérieusement? Tu crois vraiment que quelqu'un aurait envie de t'aider à faire ça? C'est toi qui t'es traîné jusqu'ici tout seul. Ce n'est qu'en entendant cette réplique cinglante que Eshkei reprit conscience de son environnement. Sans s'en rendre compte, il avait quitté la route et il s'était avancé jusqu'au fond de la forêt. Plongé dans ses pensées, il avait bougé mécaniquement, comme un pilotage automatique. Et aux yeux des autres, ce mouvement inconscient avait tout l'air d'un acte délibéré et potentiellement hostile. S'il n'oublie pas, on n'a qu'à le cogner un bon coup. Franchement, ce type est déjà un vrai boulet. Autant lui régler ça tout de suite. Eshkei vit aussitôt que les hommes étaient sur le point de passer à l'acte. Il n'avait plus le luxe de rester plongé dans ses pensées. Ce dont il avait besoin maintenant, c'était... Tiens, attrape ça. Quoi? Eshkei lança sa veste devant eux. Profitant de la brève ouverture créée par sa feinte, Eshkei se lança en avant avec une énergie fendant l'espace entre eux, sans hésitation. Comme s'il avait déjà compris à plusieurs reprises sa priorité absolue. Il était de même une distance sûre entre lui et ces types. Ensuite seulement, il pourrait se rendre à la maison du vieux ours pour éclaircir les doutes qui le rongeaient depuis le début. Il savait à quel point ce qu'il avait en tête semblait absurde. Un utilisateur de magie de guérison incroyablement doué, à la fois en restauration et en duplication, qui aurait par hasard assisté à la scène tragique à la maison du vieil ours, et par pure bonté aurait soigné tout le monde gratuitement, avant de disparaître sans un mot, le laissant seul devant le ruisseau. Même ce scénario complètement invraisemblable lui paraissait plus crédible, ce qu'il redoutait réellement. Eh bien, c'est assez difficile à accepter aussi. Pourtant... C'était l'explication la plus logique, du moins en comparaison avec la pensée absurde et sans fondement qu'il avait traversé l'esprit. Tiraillé entre 2 hypothèses contradictoires, Eshkei s'élança hors de la forêt. S'il atteignait la rue principale, il se mettrait à courir en attirant suffisamment l'attention, même si ces types n'oseraient sans doute pas continuer à le poursuivre. C'est avec cette pensée en tête qu'il prit la fuite, quand soudain son pied posa dans le vide. Pris de panique, il tenta de rétablir son équilibre. Mais sa jambe avant plancha. Ses appuis cédèrent d'un coup et s'effondra brutalement à genoux. Il tendit les mains pour amortir la chute. Le souffle court et grinça des dents. Tombé? Maintenant? Vraiment? Il n'eut même pas le temps de se maudire. Qu'une sensation étrange lui remonta le long de l'échine. Hein? Qu'est-ce qui m'arrive? Il essaya de rassembler ses forces pour se relever, mais ses bras tremblèrent. Il était totalement incapable de soulever son corps. C'est pour ça qu'on t'a dit de nous écouter, idiot. Il entendit une voix méprisante derrière lui et tourna la tête vers elle. Un homme se tenait derrière lui. Avec cette attitude vulgaire, l'homme montra du doigt Eshkei alors que les bords de sa bouche se surcourbèrent. Suivant son doigt pointé, Eshkei comprit pourquoi il s'était effondré. Il avait un couteau incrusté dans le dos.
Au moment où il en prit conscience, une douleur brutale le transperça, lui coupant net la respiration. C'était une souffrance si brute, si viscérale, qu'elle dépassait même la panique. Elle l'empêchait de hurler, de bouger, de simplement exister. Son corps refusa de se tordre, figé dans une agonie silencieuse. J'ai été poignardée. Contrairement aux deux autres, l'homme au couteau n'avait pas détourné les yeux, même un instant, vers la veste de Eshke avait lancé. Cela ne laissait aucun doute, il n'était pas là pour voler. Son attention était entièrement dirigée vers une chose, blesser Eshke. Hé, tu l'as sérieusement poignardé? Je n'avais pas le choix. Il s'était échappé. Il aurait été une vraie galère pour nous. Ah, c'est mauvais. Tu l'as frappé sur un point vital, il va probablement mourir. Ça trempe même ses vêtements. Alors, c'est à quoi pense quand on poignarde quelqu'un? Une plainte d'Eshke a traversé d'horribles douleurs qu'il ressentit. Il n'avait plus la moindre place pour une pensée cohérente. La douleur était trop vive, trop dévorante. Rester conscient relevait de l'espoir. Chaque seconde semblait l'arracher une de plus. Un peu plus à lui-même. Et d'après ce que l'homme avait laissé entendre, cette blessure, ce n'était pas une simple entaille. C'était le genre de coup dont on ne se relevait pas. Il devait agir, faire quelque chose, n'importe quoi, tant qu'il avait encore un semblant de conscience. Alors il rassembla tout ce qui lui restait de force, chaque parcelle d'énergie, chaque fragment de volonté, et les concentra, le serra contre lui, comme une flamme vacillante dans une tempête. Et quand il sentit qu'il n'avait plus une seconde à perdre, il porta cette force à sa langue, ouvrit la bouche et tenta de crier. « D'accord, en voici une deuxième avant que tu partes et tente quoi que ce soit. » Et un deuxième couteau lui fut enfoncé sans pitié au même milieu du dos. La torpeur le frappa, comme une décharge brutale, foudroyante, et son cri mourut dans sa gorge avant même d'avoir pu naître. Il avait franchi depuis longtemps la frontière de la douleur supportable. À ce stade, crier n'était plus une option. Il ne pouvait plus rien faire. Quelque chose dans son dos, un choc profond, trop violent, semblait avoir atteint ses poumons. Il allaitait, mais l'air n'entrait plus. Chaque tentative de respiration ne faisait qu'ajouter sa souffrance, comme si ses poumons se contractèrent dans le vide. L'oxygène manquait cruellement. Sa tête devenait floue, ses pensées se délitaient, se dérobaient. Ses membres engourdissaient. Était-il encore couché, à plat ventre, sur le dos? Il ne savait plus, il ne sentait plus. Ses yeux, pourtant intacts cette fois-ci, ne voyaient plus rien. Tout était noir, un noir étouffant, pesant qu'il avait le monde. Qu'est-ce que tu veux dire par cette fois-ci? Il était pitoyable de s'approcher à une idée qu'il avait déjà rejetée comme absurde. Il devait s'y accrocher autant qu'il le fasse à fond. Ne pense pas à ta mort imminente avant de mourir. Analyse le monde qui t'entoure. Ses yeux étaient morts, tout comme ses membres. Il ne lui restait plus que son nez, ses oreilles. Dans ce cas, il devait les utiliser pleinement. N'importe quelle odeur persistante lui conviendrait. Il ne craignait pas d'entendre toutes sortes d'abus. La puanteur de la saleté dans l'allée, l'odeur métallique montant du sang. Son nez venait de mourir. Il avait disparu. Ses oreilles étaient aussi aux portes de la mort, fonctionnaient à peine. Prenez, affaire. C'est qui elle? Biko. Ah, c'est mauvais. Si on arrive à... Il ne percevait plus que des brides de voix, des sons distordus. Des fragments de conversation flottèrent à la lisière de sa conscience. C'était déjà bien, en un sens, mais son esprit ravagé n'arrivait plus à comprendre ce qu'il entendait. Le mot glissait, flou, inutile, comme s'il écoutait depuis l'autre côté d'un mur, depuis un corps déjà vide. Il était mort, et seul l'écho subsistait. Pouvait-on se souvenir de quelque chose une fois mort? Et puis, à quoi bon se souvenir? Pourquoi faire? Pour qui? Que voulait-il au juste? Qu'est-ce que, un à un, ses sens s'éteignirent, suivant la même marche funèbre que les organes déjà morts. Puis à la toute fin, dans un grincement affreux, comme si on arrachait quelque chose
de profondément ancré en lui. Eshke mourut pour la 3e fois. Quand sa conscience revient, Eshke était dans l'obscurité. Réalisant que c'était une obscurité de sa propre création, il ouvrit doucement les yeux et les fit brûler par le soleil éblouissant, ce qui le fit gémir alors qu'il utilisait sa main pour se les couvrir. Il se retrouva à nouveau près du ruisseau, les mains immergées dans l'eau glacée, les rayons du soleil perçaient à travers les branches, dansant sur la surface ondulante. Fin du chapitre 4. Voilà. Est-ce que ça vous a plu? Waouh, on a lu en une demi-heure. Incroyable. Ah, il est plus court.